messieurs, bonsoir. Maroc pour un retour des cerveaux. C'est le thème de l'émission Éco-débat ce soir. Tout de suite, l'édito. C'est un phénomène que l'on lit souvent à la mondialisation. Et oui, fini le temps des Aristote, Platon, Thalès ou Pythagore qui firent l'épopée de leur civilisation, ou encore des Ibn Rushd, d'Abou Bakr ibn Youssouf ou Al-Baghdadi qui avaient rayonné la science made in Muslim world. Non, aujourd'hui, ce sont des Indiens qui prennent les rênes des géants américains, Google ou Microsoft. Image alléchante pour les millions d'ingénieurs qui aspirent au rêve américain ou rêvent tout simplement d'un avenir plus prometteur que celui qu'on leur offre chez eux. Mais le phénomène ne concerne pas seulement les ingénieurs, bien que ces métiers ne soient au top 5 des plus chassés. Médecins, professeurs ou financiers, tous les profils qualifiés et surtout diplômés sont demandeurs et demandés. Et si la question était vieille comme le commerce mondial? Et si c'était juste une question d'offre et de demande? La réponse en revanche peut revêtir plusieurs facettes. Et oui, certains sautent le pas pour la carrière, d'autres pour le salaire et d'autres encore pour fuir la galère. Celle d'un quotidien qui peut vite tourner au cauchemar rien que pour se procurer une attestation de vie à la Muqata'a ou l'arrondissement du quartier. Et quand on évoque l'expression fuite des cerveaux, eh bien les termes alarmistes et alarmants fusent. Hémorragie, le Maroc se vide de ses compétences, fuite des cerveaux douloureuse, les chasseurs d'ailleurs nous dérobent notre matière grise et la liste est longue. À lire ces titres de presse, on se croirait presque dans un service d'urgence à l'hôpital. Mais où donc l'urgentiste? Que fait-il pour sauver la vie de ce corps de plus en plus affaibli et malade? Mayday, Mayday pour cette jeunesse marocaine en manque de motivation et de repères, voire de confiance. Et là, c'est le souverain lui-même qui le dit et le répète. À ce jeune Marocain, il faut du concret. En attendant que le gouvernement concrétise, en une année, 600 ingénieurs et 630 médecins marocains ont choisi de tâter si l'herbe est plus verte ailleurs. Place au débat. Et pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Youssef Charaibi, président directeur général d'un groupe spécialisé dans les métiers de l'outsourcing. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En face, le Mehdi Ben Slim, entrepreneur dans les métiers de la communication digitale. Bonsoir et bienvenue à vous aussi. Bonsoir. Et puis également, pour représenter un cabinet de recrutement, Mehdi Iliosfi, directeur général d'un cabinet de conseil et développement ressources humaines. Bonsoir. Bonsoir. Abdelghani Youmni, docteur en économie, économiste spécialiste des politiques publiques et consultant en intelligence économique et également sur le plateau aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, tout d'abord, messieurs, il y a un point commun entre tous mes invités aujourd'hui. Ils ont tous poursuivi leurs études à l'étranger. Pourquoi êtes-vous rentré, Youssef Charaibi? Moi, je suis parti pour faire mes études et je n'avais pas l'intention de rester en France. Depuis le départ, c'était clairement une volonté juste de poursuivre ma scolarité en France, avoir quelques années d'expérience et réaliser mon projet entrepreneurial au Maroc. Donc, ce n'est pas une décision qui a été prise plus tard, mais dès le départ, c'était le projet. Très bien. Alors, Abdelghani Youmni, avant de commencer l'émission, donc vous êtes franco-marocain, mais vous avez choisi, en tout cas, d'être basé, bien que vous ayez des activités, n'est-ce pas, à l'étranger, notamment en France, vous avez choisi d'être basé au Maroc. Pourquoi cela? Alors, le but d'être basé au Maroc, c'est un choix qui est d'abord familial de mes parents, mais aussi un choix pour servir les deux pays. Parce que je crois vraiment au partenariat stratégique entre le Maroc et la France. Et je pense que le fait que plusieurs binationaux viennent travailler au Maroc, ça permet de consolider ce partenariat, ça permet aussi de servir dans les deux sens, sans prendre part ni d'un côté ni de l'autre. Mais à cette époque-là, alors, est-ce que vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat comme Youssef Charaibi? Non, jamais. Ou dans le salariat? Alors, je n'ai pas eu ce courage de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, je le regrette d'ailleurs, mais je suis fonctionnaire. Et vous avez eu du mal à faire, en tout cas, ou à obtenir l'équivalence de votre diplôme au Maroc ou en France? Non, je n'ai pas cherché. J'ai des diplômes que français. Je n'ai jamais cherché à obtenir des équivalences. Vous avez été recruté avec un diplôme français? Donc, je travaille à la fois dans un établissement français, mais je suis aussi professeur associé dans des universités marocaines et étrangères. Très bien. Mehdi Ben Slim. Moi, c'était une opportunité entrepreneuriale. Donc, comme Youssef, en fait, j'étais parti pour acquérir de l'expérience. J'ai une petite expérience entrepreneuriale dans le domaine dans lequel je voulais investir. Une fois que je me suis senti prêt et que j'avais assez d'éléments pour pouvoir investir au Maroc, je suis rentré au Maroc, donc à l'âge de 24 ans. Donc, c'est surtout l'entrepreneuriat, finalement, qui encourage plus à
J'avais jugé que l'écosystème marocain à l'époque était beaucoup plus intéressant que l'écosystème français en termes d'entrepreneuriat. Donc, et ce jugement est-il toujours d'actualité? Oui, je suis toujours entrepreneur et ça se passe très bien. Très bien. Il y a des difficultés auxquelles il faut trouver des réponses. Voilà. Alors, Mehdi Yousfi, je vous poserai bien sûr naturellement la même question que j'ai posée au reste de mes invités. Donc, pourquoi être rentré au Maroc? Comme Youssef, en fait, c'était inscrit, c'était prévu. C'était prévu. Ouais, c'était prévu après les études et une première expérience en France. J'avais programmé de longue date mon retour au Maroc. Très bien. Alors, on parle de retour au Maroc et vu que ça fait, n'est-ce pas, l'actualité en ce moment, pensez-vous que, et surtout cette décision de l'État français d'augmenter les frais de scolarité pour les étudiants étrangers, donc non européens, est-ce que cette décision pourrait dissuader les futurs étudiants marocains à se rendre en France pour poursuivre leurs études? Je voudrais juste rappeler, n'est-ce pas, qu'il y a au jour d'aujourd'hui 38 000 étudiants qui sont recensés, étudiants marocains qui poursuivent leurs études en France, et que ces décisions concernent donc les frais d'inscription qui passent de 170 € à 2 770 € pour une licence et jusqu'à 3 770 € pour un master. Est-ce que vous pensez justement, Mehdi Yousfi, que cette décision pourrait impacter la décision des étudiants marocains? Alors déjà, la décision, elle concerne l'enseignement supérieur public, qui ne concerne pas donc tout le monde, tous les Marocains qui s'expatrient. Beaucoup de Marocains, quand même. Oui, beaucoup, notamment ceux qui font la fac et ceux qui rejoignent des écoles d'ingénieurs, puisqu'elles sont principalement publiques. On a tendance à penser que ce qui n'est pas cher n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, une des décisions qui a motivé le fait de renchérir les frais de scolarité, c'est notamment pour améliorer l'attractivité. C'est pour attirer d'autres cerveaux? Non, certains se demandent comment la France peut adresser ce niveau de service en demandant aussi peu aux étudiants. Donc je ne pense pas, je pense que ça n'aura aucun impact. Mais en fait, je pense qu'il faut regarder la part de la scolarité dans le coût d'ensemble. S'installer à l'étranger. C'est multiplié par 16 quand même. Enfin, je veux dire, pas tous les étudiants. C'est vrai que l'État français se défend en disant que ça pourrait aider même à augmenter le niveau des bourses et à donner plus de bourses aux étudiants. Je pense qu'il y a des effets compensateurs. Puis les prêts aussi qui sont très facilement accordés aux étudiants. Lorsqu'on rentre dans des écoles. C'est très anglo-saxon. Non, en France aussi, on obtient des prêts très facilement. Et franchement, c'est pas comme si on avait beaucoup le choix. Une personne qui veut faire ses études en France, je ne pense pas qu'elle va changer d'avis parce qu'il y a des frais de scolarité à 2 000 €. Puisque quand on sait qu'on peut clairement les rentabiliser, le ROI est largement bon, et quand on voit la qualité de l'enseignement, alors on ne va pas dire que ça va avoir zéro impact, mais je pense, comme mon ami, que ça va être très limité. Alors, professeur Youmni, Abdelghani Youmni, est-ce qu'aujourd'hui on parle de qualité, n'est-ce pas, de formation? J'aimerais bien revenir sur le sujet d'avant. Bien naturellement. Ce qui m'intéresse, et cette mesure m'a perturbé, parce que je ne la partage pas. J'ai peur aussi qu'elle sera suivie par l'annulation des allocations logement qui sont normalement non discriminantes et dont bénéficient tous les étudiants, qu'ils soient étrangers ou pas. La moyenne depuis une dizaine d'années, il est à peu près de 50 000 étudiants marocains qui partent à l'étranger, dont 38 000 en France. Ils ne sont pas tous riches. Et le coût normalement d'une année scolaire pour un étudiant marocain, c'est à peu près dans les 6 000 7 000 €. Et donc, ces parents... Tout frais compris. Tout frais compris, 6 000 7 000 € entre le logement et les études, plus l'aide que les jeunes Marocains reçoivent avec les allocations logement. Moi, je ne pense pas, parce que normalement, si on est sur un partenariat stratégique et si on sait normalement qu'il y a une fidélisation après des jeunes diplômés qui reviennent au Maroc et qui gardent le lien avec la France, je ne pense pas que... Mais ils ne reviennent pas tous, justement. Reviennent ou ne reviennent pas. C'est une perte aussi pour le marché de l'emploi français. Reviennent ou ne reviennent pas, on est plus, du côté du Maroc, on est plus sur le verbe partir que le verbe quitter. Ce n'est pas des Marocains qui quittent le Maroc, c'est des Marocains qui partent et qui reviennent ou ne reviennent pas. On est sur une migration qui est différente. Seulement sur ce sujet des frais je trouve qu'ils sont exorbitants pour les ménages moyens marocains. Si on les associe à tous les frais de logement, de transport, j'espère qu'il n'y aurait pas d'autres mesures qui pourraient toucher ces jeunes. Et en plus, il faut savoir que la plupart des jeunes maintenant issus
des établissements français de l'étranger, leur première destination est de moins en moins la France. Ils partent au Canada, ils partent aux États-Unis, ils partent à Londres. Et donc, ceux qui partent, c'est ceux d'autres établissements marocains ou des établissements conventionnés. Et je trouve que cette mesure, elle me dérange un peu. Voilà. Et ceux qui partent à Londres, ça leur coûte combien? Non, mais c'est pas les mêmes. On n'est pas sur les mêmes couches sociales. Moi, je suis en train de parler des couches sociales marocaines modestes, d'établissements publics ou d'établissements privés plus. Voilà. Mais on parle là de qualité de formation. Pourquoi ces jeunes étudiants partent-ils en France pour suivre des études d'ingénierie? On a de bonnes écoles d'ingénierie au Maroc tout de même. C'est comparable, vous pensez? Enfin, je ne sais pas, je vous pose la question. Ben non, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font. Donc il y a un problème de qualité de formation selon vous, Youssef Cherifi? Bon, il y a de très bonnes écoles d'ingénieurs au Maroc, on les connaît, on les compte sur les doigts d'une main. Oui. Et en France, il y en a plusieurs dizaines. Donc c'est clair. Mais pourquoi donc des entreprises françaises, détrompez-moi si je me trompe, viennent au Maroc pour recruter des ingénieurs issus d'écoles marocaines d'ingénierie? Parce qu'ils ont un très bon niveau de formation, donc ceux qui sont rentrés dans ces grandes écoles marocaines, et puis parce qu'ils ont aussi un problème de manque de ressources en France. On ne trouve plus d'ingénieurs. Donc s'ils viennent les chercher ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie carence en France sur ce type de profil. Et puis, nous, dans notre métier, l'offshoring, le principe, c'est de pouvoir proposer des ingénieurs donc de très bon niveau qui pouvaient travailler au Maroc pour des entreprises françaises, donc 2 fois, 3 fois moins cher. Mais malgré cela, ils préfèrent quand même, pour une partie, pouvoir leur proposer de s'installer en France pour être encore plus proche de leurs clients et mieux maîtriser en fait la qualité de ce qu'ils peuvent délivrer. Mais d'un point de vue du modèle économique, c'est vrai que ça n'a pas de sens, puisque ce sont les mêmes profils qui pourraient garder à des conditions de coût beaucoup plus attractives au Maroc et qui choisissent quand même de leur proposer de venir en France pour un même profil, et ils vont le vendre 2 à 3 fois plus cher au même client final. Très bien. Alors, puisqu'on parle de cabinet, justement, de conseil en RH, Mehdi Youssfi, et puis je reviens à Mehdi Benslib, ça fait longtemps que je n'osais pas faire rebondir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la formation au Maroc fait-elle défaut par rapport à ce que vous voyez? Vous êtes en contact direct avec cette question en particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, la formation, et notamment, parce que nous allons passer à d'autres profils, naturellement, tout au long de l'émission, en ce qui concerne les ingénieurs, nous n'avons pas de bons ingénieurs au Maroc? On n'en a pas assez. On n'en a pas assez. Je ne pense pas qu'il y ait un problème j'ai déjà eu l'occasion de dire ça sur d'autres plateaux, je ne pense pas qu'on ait un problème de hard skills. En fait, a priori, les écoles d'ingénieurs, puisqu'on parle des écoles d'ingénieurs en particulier, qui se comptent sur les doigts d'une main, ou à cela près, n'ont pas fondamentalement de problème de compétences techniques. La difficulté, c'est sur le reste. C'est-à-dire sur les compétences qu'on dit douces, la capacité à avoir des jeunes recrues matures, capables de sortir de leur zone de confort. C'est un vrai sujet. Hein, c'est un vrai sujet, je vous vois faire une moue dubitative, mais c'est un énorme sujet. Donc il y a des formations que je dirais donc grossièrement incomplètes. Et d'autre part, ce n'est pas uniquement le fait qu'on ait des mauvais ingénieurs, c'est qu'on n'en ait pas assez pour adresser tous les besoins. Il y a un certain nombre de plans, une palanquée de plans industriels qui ont été lancés, qui sont contrariés parce que derrière, on n'a pas le sourcing suffisant. Et surtout si la majorité, la grande majorité, s'expatrie. En plus. Alors, juste, puisqu'on parle de chiffres, je voudrais juste redonner ce chiffre. En ce qui concerne les ingénieurs, donc ils sont issus des 4 écoles d'ingénieurs au Maroc, ils sont au nombre de 600 chaque année. Donc c'est dire le nombre d'ingénieurs qui s'expatrient, et notamment en France. Alors, selon vous, Mehdi Benslib, est-ce que ces investissements en compétences partent en fumée sur ce qui concerne les formations de ces ingénieurs dans des écoles françaises, plutôt marocaines? En fait, moi, je pense qu'il n'y a pas réellement de problème de formation au Maroc parce que, comme on a dit, il y a des écoles qui forment très bien. Il y a un gros problème de rétention, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retenir les talents. Et étudier à l'étranger, c'est quelque chose aussi. Moi, quand j'ai étudié à l'étranger, j'ai une formation académique, mais j'ai aussi une formation personnelle. Je suis sorti de ma zone de confort, donc j'ai
j'ai pu aussi sortir de mon entourage familial et en tout cas pouvoir me débrouiller tout seul. Donc je pense qu'il y a aussi une valeur intéressante quand on va à l'étranger. Le vrai problème du Maroc, je pense, c'est le problème de rétention, de pouvoir retenir les gens qui reviennent déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent et qui veulent repartir. Il y a aussi un problème de Pour quelle raison? Parce que je pense que le Maroc va peut-être fournir des solutions économiques, mais au niveau de l'environnement psychologique marocain, en ce moment, fait peur à beaucoup de... Plus concrètement, Mehdi Ben Slimani, Concrètement, l'environnement psychologique marocain, enfin, je veux dire, si on devait un peu visualiser... Environnement psychologique marocain, si vous voulez entreprendre au Maroc, déjà, on sait qu'il y a un gros problème de délai de paiement. Donc en ce qui concerne l'entrepreneuriat, on ne parle pas de salariés. Mais tout ça impacte aussi le salarié, parce que vivre dans un environnement où on est en train de patauger depuis 5-6 ans, ça impacte le salarié, les gens qui ne travaillent pas, ça impacte tout le monde. Donc cette crise psychologique aussi est un facteur qui est en train de pousser les gens à partir ou à réfléchir à partir. Et la psychologie d'une communauté, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on parle d'un rêve américain, on parle de pays qui vont faire des politiques de psychologie positive, comme ce qui se passe dans les pays du Nord, ou bien à Dubaï, il y a carrément un ministère du bonheur, etc. Mais tout ça, ça a un impact. C'est un impact. Oui, c'est-à-dire que c'est un impact aujourd'hui. Les gens veulent partir pour des raisons. Il y a des priorités quand même avant de penser à un ministère du Bonheur. Bien, pas du tout. Il faut peut-être donner un peu plus de budget à ce ministère à ce ministère marocain de la jeunesse, par exemple. Dans le budget reste, en tout cas par jeune, extrêmement rédhibitoire. Enfin, je veux dire que le Maroc, il y a de l'argent qui est alloué à beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à transformer. On n'arrive pas à transformer parce que l'exécution est mauvaise. Quand je parle de sujets de psychologie, tout ça, c'est des sujets d'État. Aujourd'hui, avoir une communauté qui est en bonne santé psychologiquement, c'est très important. Aujourd'hui, moi, si je fais de la rétention pour mes collaborateurs, en tant que chef d'entreprise, il n'y a pas que des sujets économiques. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie chez moi, qui peuvent venir me dire « j'ai envie de partir ». C'est quoi gagner très bien leur vie, puisqu'on parle de... Je vais revenir à cette question des salaires, mais juste vu que vous l'évoquez. J'ai des gens aujourd'hui qui peuvent toucher du 30 000 net. En étant cadre supérieur. Cadre supérieur, c'est très très bien. C'est beaucoup. Par rapport à la moyenne du marché, non, Yousfi. Quel marché? Marocain. Marocain. Il n'y a pas de marché. Je laisse terminer son explication. Je veux dire, il y a dimension économique. Il y a aussi la dimension qui est plutôt qui concerne le psychologique. Et aujourd'hui, il y a une crise au Maroc. On peut aller sur les réseaux sociaux, on peut voir un peu tout ce qui se passe. Le Marocain aujourd'hui est en train de vraiment, je l'ai répété plusieurs fois, mais il y a une dépression collective qui fait que des gens que je connais qui sont à des postes où ils vont gagner du 100 000 dirhams par mois, ce qui est très bien, vont avoir envie de partir. Donc, ce n'est pas une question d'argent. Il y a même des chiffres, 8 000 cadres supérieurs qui quittent chaque année le royaume. Je ne pense pas que c'est un problème d'argent. C'est un problème, c'est autre chose. Ce n'est pas pour une question d'argent. Non. Ni de carrière. Certainement pas. Non. Voilà, donc déjà, on est unanime là-dessus. Enfin, pas moi. Alors, peut-être qu'on fait réagir mes ennemis, puis je vous fais réagir après. Je me permets de réagir pour abonder dans le sens de mon homonyme. Ce n'est pas une question d'argent, de budget. C'est d'abord un sujet d'organisation, de priorité. Je pense qu'on a, à part quelques rares entreprises, on a des entreprises qui ressemblent au pays dans lequel on vit. Il y a d'abord... il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'expatrier. Alors, vous parlez des quatre écoles. En fait, c'est une enquête qui a quelques mois, qui effectivement a interrogé près de 2000 étudiants, donc ils ne sont pas du tout expatriés, qui sont bien au Maroc, et 91% d'entre eux ont dit rêver d'aller s'expatrier. Donc on ne parle pas de... pour les 8000 cadres, c'est la présidente de la Fédération marocaine effectivement. de l'APEBI, oui. Madame Selwar Qarqi Belghaziz. Oui,
qui a annoncé ce chiffre. Oui, qu'est-ce que ça représente, 8 000 enfin, je pense que le sujet c'est intéressant que vous souleviez ce point. Je pense que le sujet est assez peu documenté. Est-ce que c'est répertorié, justement? Est-ce que c'est documenté? Est-ce qu'on a effectivement une entité qui répertorie les cadres, justement, qui s'expatrient ou tout simplement les étudiants qui ne reviennent pas? Est-ce qu'on a des chiffres? Regardez-vous, en tant que journaliste, moi, en tant que consultant, je pense qu'on a les deux mêmes sources. Il y a nos confrères de Recrute qui ont fait cette enquête il y a quelques mois, et on a effectivement les chiffres qu'annonce la présidente qu'annonce la présidente de l'APEBI. Donc, oui. on est en train de jongler avec trop peu de données, et je ne sais même pas si elles ont un caractère très représentatif. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas du tout sur une question de salaire. Nous, on a la chance de conduire une enquête de rémunération annuelle au Maroc, alors qui concerne ce que j'appelle des happy few, c'est-à-dire que les entreprises qu'on interroge sont des entreprises qui sont dignes de confiance en termes de données collectées et analysées. On va dire qu'à entreprise égale et à poste équivalent, on a même des niveaux de salaire au Maroc supérieurs à des pays d'aspiration immédiate. Enfin, faut être très clair dessus. Je pense à des pays, je pense à certaines zones du Portugal ou de l'Espagne. On a des niveaux de salaire qui défient. Pour les ingénieurs, en l'occurrence? Oui, pour les cadres supérieurs, de manière générale. Un ingénieur fraîchement diplômé, à combien il est rémunéré? Non, c'est important quand même. Mais ça va dépendre des écoles, du prestige du diplôme. Mais au bas mot, on va être pour les meilleures écoles, on va être entre 8 et 14 000 net par mois. École marocaine. Oui, école marocaine. Et en France? Est-ce que vous avez une idée sur le salaire après, d'un ingénieur en France? Après, il faudrait le faire en parité de pouvoir d'achat. Il y a un certain nombre de composantes qui fait que comparaison n'est pas raison. Ils émigrent bien, ces ingénieurs, Mehdi. Oui, mais ils émigrent pour des raisons qui ne sont pas forcément ce qu'expliquait très bien. En début de carrière, on pense plus à cette raison financière. Mais pour des raisons qui sont... mais pas uniquement. Non, je pense qu'on insiste trop sur ce volet-là. Je ne suis pas d'accord. Ça ne veut pas dire que c'est un facteur qui est neutre. Mais non, ce n'est pas un détail. Mais je pense qu'il y a d'autres facteurs éminemment plus importants que celui-là, qui sont le bien vivre ensemble, et donc le bien vivre dans l'entreprise, et donc la considération qu'on peut donner à des ressources humaines dans leur gestion carrière. Psychologique évoqué Mehdi Ben Slim. Oui, mais c'est l'enjeu absolument fondamental. Je veux dire, c'est le seul enjeu. Très bien. Abdelghani Yomni, vous vouliez réagir peut-être sur ce qui a été dit Alors, déjà, moi, je ne suis pas alarmiste sur le brain drain ou sur la fuite des cerveaux marocains, s'ils sont ingénieurs. Est-ce qu'on parle de mobilité ou de fuite aujourd'hui? Alors, pour moi, ce n'est pas une fuite, c'est une mobilité, parce que le Maroc ne peut pas être hors sol, il ne peut pas s'extraire de la globalisation. Aujourd'hui, le départ des potentiels et des compétences, tous les pays du monde le connaissent. Donc, pour moi, les chiffres sont exacts que vous avez évoqués. Vous avez évoqué 600 ingénieurs, 8 000 cadres. Il y a plus de 7 000 médecins marocains qui travaillent à l'étranger, ou franco-marocains, en France notamment. Et donc, pour moi, ce n'est pas alarmiste. Si vraiment on y a... Alors, il faudrait aussi revenir sur une chose, c'est que le Maroc, quand il rentre 500 ingénieurs, il rentre par année à peu près 1 000 ingénieurs. Le nombre d'étrangers au Maroc a doublé entre 2004 et 2014. C'est-à-dire, on était à 30 000, on est à peu près à 80 000 étrangers. Et sur ces étrangers, beaucoup ont un niveau universitaire élevé. Donc forcément, allez dans les zones franches, vous allez voir le nombre d'étrangers de toute nationalité. 5% d'ingénieurs français sont attirés par le Maroc. Pour eux, c'est le premier. Il vient parmi les premiers pays choisis. Ils ont des contrats d'expatriés? Non, pas forcément. Le salaire d'un ingénieur, le salaire moyen d'un ingénieur en France, il est à peu près de 1 700, 1 800 euros au départ. Avec la parité du pouvoir d'achat, on arrive à peu près. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que derrière, vous avez une mobilité sociale importante, vous avez une mobilité du travail importante, vous avez des plans de carrière qui sont importants, vous avez aussi des prestations sociales qui existent, vous avez aussi un niveau de vie qui vous donne envie, vous avez aussi du transport urbain de qualité. Et donc tout ça, et puis vous avez un niveau d'éducation assuré pour les enfants.
C'est-à-dire, les gens, il y a une péréquation toute variable. Je voudrais aussi revenir sur cette enquête qui a alarmé les Marocains, parce que moi j'ai lu dans la presse comme vous, 92% des Marocains veulent quitter le Maroc. C'est l'enquête de recrutement. Non, mais je vais 92% des Marocains veulent quitter le Maroc. De 2000 étudiants. 2800, même pas 2000, Alors, 1800, 1900 étudiants. Alors, quand on veut faire... C'est pas représentatif. Non, c'est pas représentatif. Je parle à l'économiste, là. C'est pas représentatif. C'est pas représentatif parce qu'il faut regarder sur le plan territorial du Maroc. C'est sûr qu'on a une discrimination. C'est surtout l'axe Casaraba, peut-être? C'est l'axe, c'est ce qu'on appelle le Maroc utile. Normalement, aujourd'hui, c'est Casa-Tanger. Il faut repréciser que ça a changé, c'est Casa-Tanger. Et pour moi, ce n'est pas une étude, c'est vraiment sur un petit échantillon. Il faut que... Qui doit faire l'étude aujourd'hui au Maroc? Le ministère de l'Emploi. Parce que lui, il est concerné. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, il est concerné. Et le ministère de la communauté en tout cas, le ministère de l'Enseignement a repris les résultats mais il ne doit pas reprendre, de l'étude. Il doit faire l'étude, c'est son travail, pour savoir qui rentre, qui sort. En effet. Alors, messieurs, je vous propose de continuer la discussion juste après cette courte pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous regardez Éco-Débat que nous consacrons aujourd'hui à la thématique de la fuite des cerveaux, ou plutôt du retour des cerveaux marocains. Alors juste avant la pause, Abdrani Lioumni parlait en tout cas de sa position, pas du tout alarmiste par rapport à ces départs, et notamment en ce qui concerne les ingénieurs, n'est-ce pas? Mais quand on voit de plus près les chiffres du HCP, bien que d'autres études ne soient pas très représentative, en tout cas selon certains de mes invités, selon le HCP, des statistiques très sérieuses, le taux de chômage, n'est-ce pas, chez les détenteurs d'un diplôme au Maroc est très élevé, il est de 17%, soit 7% de plus que la moyenne nationale globale. En même temps, on a des diplômés qui quittent le Maroc pour aller chercher du travail ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction là-dessus? Alors, il y a contradiction parce que, comme j'ai des entrepreneurs autour de moi du digital et puis du recrutement et puis d'autres disciplines, de l'offshoring, je suis content déjà de partager avec eux et d'entendre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Nous avons une très forte inadéquation entre la formation professionnelle, l'éducation et le besoin du marché de l'emploi. C'est-à-dire que des emplois aujourd'hui au Maroc, nous en avons, mais la réponse, ceux qui partent, parce que quand on parle de ceux qui quittent le Maroc, souvent nous avons seulement, on voit les pateras, c'est-à-dire des jeunes migrants qui veulent partir et qui sont pauvres. En tout cas, c'est ce qui est médiatisé sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est médiatisé. Mais ceux qui partent pour travailler, on ne les voit jamais. On ne les voit jamais parce qu'il n'y a pas de marketing ou de publicité autour d'eux, mais il y a des départs. Alors, ces départs, ça concerne des ingénieurs, 500, 600, 800, 1000. Moi, ce que je voudrais avoir au Maroc, c'est que notre politique d'enseignement supérieur et de formation professionnelle se mette d'abord au niveau des attentes de la mondialisation et d'un Marocain qui, il y a 4 jours, du Maroc qui a envoyé le TGV. Hier, c'était nous avions lancé le satellite. Lancé un satellite. Donc, nous avons aujourd'hui 2 Marocs. Nous avons un Maroc aujourd'hui qui évolue et nous avons un Maroc de l'enseignement supérieur public et même privé, qui ne répond pas aux besoins du marché. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une vraie réforme. Et là, je reprends l'exemple rwandais dont je vous ai parlé, le Rwanda. Le Rwanda a mis d'abord 100 millions de dollars pour financer l'enseignement supérieur à l'étranger de tous ses meilleurs bacheliers, c'est-à-dire les plus vertueux, les meilleurs, 100 millions de dollars. De bourse. De bourse, bien sûr. Ça existait au Maroc. Alors, 100 millions il y a de longtemps, dollars. Il y avait des bourses pour les étudiants, et notamment en France. Nos parents ont bénéficié de ça. Il faut qu'il y ait des bourses. Ça n'existe plus. Il faut qu'il y ait des bourses. Pourquoi? Parce que ces bourses vont aider. Parce que nos étudiants marocains, ils sont intelligents. Mais ils souffrent parfois de ce qu'on appelle l'analphabétisme linguistique. C'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas les langues et du coup, ils ne peuvent pas. Donc, il faut un moment d'adaptation. Dans les universités publiques marocaines, nous avons d'abord une surcharge, une massification. Et puis, on ne sait pas, on n'aide pas, il n'y a pas d'orientation pour les étudiants. Et puis, on n'a pas l'alternance pour la formation. Et ça veut dire que toutes les mesures d'accompagnement qui peuvent... Alors, je retourne à l'exemple rwandais parce que ça m'intéresse. À côté des 100 millions de dollars, il y a aussi l'attractivité de professeurs visiteurs étrangers. Ça, on ne le fait pas. Parce que nous avons besoin de faire ce brassage. Mais pourtant, on a besoin de professeurs aujourd'hui au Maroc, notamment avec cette question de départ volontaire des professeurs.
on a une vieille génération de professeurs qui étaient formés à l'étranger, qui est excellente et qui aujourd'hui est en train de partir à la retraite. Nous avons des jeunes, c'est très bien, mais nous avons besoin de faire du brassage. Doctorants. Pourquoi ? Même des docteurs, nous avons besoin de faire du brassage, c'est-à-dire de brasser des potentialités étrangères avec des potentialités marocaines. C'est ce que fait le Rwanda. Il est en train de réussir. Le Rwanda aussi a débloqué des fonds pour un enfant, un ordinateur. Donc voilà pour vous dire un petit peu pourquoi le modèle rwandais est en train de réussir. Donc ce qu'il faudrait, il faut trouver des niches fiscales. Et puis il faut financer l'enseignement supérieur privé au Maroc. Il faut le subventionner. Pourquoi ? Toutes les universités privées marocaines travaillent à perte, il faut le savoir ça. Elles sont déficitaires. Il faudrait trouver des niches fiscales, peut-être dans l'enseignement privé, secondaire et primaire, où là on fait de la marge. Voilà, il faut préciser que c'est que pour l'enseignement supérieur et non pour dans le primaire et dans le le secondaire, il y a de la marge et peut-être qu'il faut trouver des niches fiscales, pour financer l'enseignement privé supérieur si on veut monter en puissance. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors, professeur Yomni, vous avez évoqué cette question, n'est-ce pas, de skills, en tout cas de soft skills que vous évoquiez un peu avant. Youssef Charaibi, est-ce qu'aujourd'hui, vu votre expérience avec le marché marocain, vous avez du mal à retrouver ou à dénicher, n'est-ce pas, des perles rares, et notamment en ce qui concerne les langues, vu que c'est un peu l'élément central de votre activité d'offshoring? Oui, en fait, le secteur de l'offshoring a démarré au Maroc, puisque avant tout, c'était une opportunité pour nos principaux clients, qui sont les entreprises françaises, de trouver des talents au Maroc, bien formés et répondant parfaitement à leurs attentes d'un point de vue culturel, linguistique, etc. On a pu créer 70 000 emplois en un peu plus de 10 ans. Et donc, c'était une vraie manne pour de nombreux jeunes Marocains primo-arrivants sur le marché de l'emploi, qu'à partir du moment où vous avez des capacités en termes de communication, pour pouvoir démarrer, un vrai tremplin pour leur carrière. Aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas un petit sujet, le départ en fait, de ces personnes, puisqu'on a des objectifs en termes de croissance. On veut créer 5 000, 6 000 emplois par an. Et ça, c'est dans l'offshoring de façon générale. Le segment le plus important, qui est celui des centres d'appel, heureusement, on est très peu concerné par cette problématique de fuite des cerveaux, puisque ce sont des profils, en général, qui n'ont pas des niveaux de qualification qui vont justifier d'avoir des recruteurs français pour venir les chercher. Donc ça va plus être au niveau du management et plus au niveau des ingénieurs. Alors les ingénieurs, pour vous, le chiffre de 600, il n'est pas très important. Vous dites on peut relativiser. Pour nous, c'est beaucoup, 50 ingénieurs qui partent tous les mois, sachant que ce sont des ingénieurs qui ont été bien formés, qui sont dans des entreprises prestigieuses, le plus souvent d'ailleurs des entreprises françaises, avec des façons de travailler et puis des méthodes qui sont identiques à ce qui existe en France, qui sont en général des ressources très rentables, puisqu'elles sont facturées à, je ne sais pas, 250, 300 euros par jour. Donc c'est des entreprises, des personnes qui gagnent bien leur vie et qui rapportent beaucoup d'argent aux entreprises qui les emploient, et qui, du jour au lendemain, sont chassés d'une façon très violente, puisque là aussi, il y a un vrai sujet, puisqu'on a un peu l'impression que c'est quand même organisé. On a des personnes qui arrivent à partir en une semaine, à avoir leur visa, on ne sait pas par quel miracle ils arrivent à l'obtenir en une semaine, alors que nous, on a besoin de 3 mois lorsqu'il s'agit d'envoyer une personne de chez nous en mission chez un client en France. Les procédures sont lourdes, mais lorsqu'il s'agit d'une entreprise française qui veut venir chercher un talent au Maroc, ils ont des facilités. Vous insinuez que l'État français donne un coup de main quand même. Ah non, mais c'est évident que c'est organisé. C'est organisé, on l'a signalé en disant, bon là, il faut qu'on... Vous avez signalé à qui ? Au service consulaire. On a dit que ce n'est pas normal, ne serait-ce que pour respecter les règles de préavis où il faut un minimum de déontologie lorsqu'on va quitter une entreprise. Là, on se retrouve avec des personnes qui arrivent à quitter en une semaine. Pourquoi ? Parce qu'un des géants, une SS2I importante en France, a besoin d'ingénieurs. Alors, le plus souvent, et ce qui est paradoxal, c'est que ces mêmes entreprises ont des filiales au Maroc et qu'elles arrivent, dans certains cas, à débaucher des personnes de leur propre filiale alors qu'elles ne sont même pas d'accord entre elles, il n'y a même pas de communication entre les sociétés mères et leurs filiales, et donc elles se tirent des balles dans le pied parce qu'elles vont prendre des ressources qui sont déjà employées, qui sont rentables, qui sont facturées peut-être aux mêmes clients et qui vont ramener en France, payer beaucoup plus cher et les revendre encore beaucoup plus cher à leurs clients. Donc il y a un vrai souci en fait, de logique économique globale derrière. Et ce qu'il faut savoir quand même aujourd'hui, on a des raisons d'espérer, puisqu'il y a des personnes qui partent. Bon, je vous dis, il y a des cabinets de chasseurs de tête français qui sont là tous les week-ends, qui organisent en fait
des marathons d'entretien pour proposer en fait qui ne sont pas officiels, n'est-ce pas? Non, c'est pas officiel, mais c'est très bien huilé et ça marche très bien. Et ils font appel à des cabinets marocains, selon vous? Je n'ai pas l'impression. Je pense qu'ils ont constitué leur propre réseau et qu'ils arrivent directement à les toucher et à leur faire des promesses d'embauche. Mais il faut savoir que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises expériences aussi et qu'il y a des personnes qui sont parties parce qu'on leur a proposé un salaire beaucoup plus intéressant. Mais effectivement, en parité de pouvoir d'achat, il faut voir s'ils s'y retrouvent ou non. Parce que 1 500 € au Maroc ou 4 000 € en France, ce n'est pas sûr que 4 000 € en France est plus intéressant lorsqu'on voit le coût du logement et tous les autres coûts. Donc déjà, au niveau salarial, ce n'est pas forcément plus attractif. Et puis même au niveau des promesses qu'ils peuvent avoir, au niveau de l'environnement de travail, de leur qualité de vie, etc., aujourd'hui, il y a des personnes qui témoignent en disant, voilà, on m'a promis des choses extraordinaires, mais au final, j'étais beaucoup mieux chez moi. Surtout parce qu'elles ont quitté aussi des entreprises performantes avec des propositions d'évolution de carrière intéressantes. On ne parle pas en fait des personnes qui fuient la misère et qui se disent bon là-dessus on va en Europe parce qu'on n'a pas d'autre choix. On parle des personnes qui sont bien chez eux, qui sont dans des belles entreprises et qui malgré ça sont tentées. Et là il faut qu'on fasse un travail à la fois de communication pour expliquer que ce n'est pas forcément plus rose ailleurs, essayer de faire en sorte que ce réseau qui a été organisé pour faciliter ces départs dans des conditions qui ne sont pas normales puisse être limité, puisqu'on voit que ça fait du mal à l'ensemble des acteurs de cette chaîne de valeur. Et enfin, essayer de voir aussi avec les clients qui eux-mêmes ont besoin, parce que souvent, en fait, ces entreprises, elles travaillent pour des donneurs d'ordre qui peuvent être les mêmes donneurs d'ordre qui ont besoin de ces profils, que ce soit en France ou au Maroc. Et donc, est-ce que ça a vraiment du sens de ramener quelqu'un du Maroc à un certain coût pour le ramener en France pour faire le même travail et que ça nous coûte 2 à 3 fois plus cher au final? Alors qu'il peut le faire du Maroc. C'est le principe même de l'offshoring, c'est qu'aujourd'hui, on peut travailler à 3000 km avec un niveau de qualité et de performance 100% équivalent. Et donc là, il y a vous ressentez qu'il y a un vrai manque. Et que peut-être vous êtes obligé, vous retrouvez obligé peut-être d'aller voir ailleurs, si je me permets l'expression. On ne trouve pas. Nous, on gagne des projets. On gagne des projets et puis on arrive, dans certains cas, on n'arrive pas à les stabiliser, puisque déjà, il faut recruter et des fois, on n'arrive pas à stabiliser les équipes. Donc, lorsqu'on crée, je ne sais pas moi, 2000 emplois par an au niveau des ingénieurs dans l'offshoring et qu'il y en a 600 qui partent, donc déjà, ceux-là, il faut les renouveler, puis chercher les autres. Et donc, du coup, par rapport à la destination Maroc, on devient beaucoup moins attractif et puis on commence à dire le bassin de l'emploi, il est saturé, on ne trouve plus de talent, alors que c'était notre force initialement. Aujourd'hui, c'est une vraie limite. Alors, est-ce que cette limite pourrait affecter, justement, professeur Youmni a évoqué un point très intéressant, l'industrialisation et surtout ce plan de digitalisation dans lequel le Maroc est impliqué, Mehdi Yousfi? Ah oui, certainement, oui. Comment? Jusqu'à quel point? Les plans de digitalisation qui sont conduits... C'est beaucoup de profils IT qui sont demandés et justement qui sont demandés à l'étranger. C'est un des secteurs où il y a la saignée la plus significative, effectivement. Là où, en plus, c'est un secteur, l'ITO en particulier, qui n'a pas encore complètement trouvé son modèle, parce que c'est un modèle qui reste cher, sur lequel le Maroc n'était pas forcément low cost, contrairement au BPO que représente Youssef aujourd'hui. Donc oui, il y a l'IT, mais pas uniquement. Beaucoup de plans de développement sont aujourd'hui contrariés par manque de visibilité sur la capacité à sourcer les bonnes compétences, mais pas que. C'est une dimension parmi bon nombre de dimensions qui contrarie le développement de ce pays. Comme l'a dit notre collègue, il y a 2 Marocs, il y en a plus que ça, encore. On commence péniblement à se rendre compte que développer l'infrastructure, c'est formidable et c'est très important, c'est un prérequis de base, mais qu'il faut en même temps articuler ça avec un plan de développement humain en termes de compétences, et ça commence
Il y a l'enseignement supérieur, mais pas que. Ça commence plus tôt encore. Ça commence à la maternelle, je pense même. D'ailleurs, donc je pense le que ministère a lancé justement ce programme Ouais. de préscolaire, enfin en tout cas Oui. au début de cette année. Donc effectivement, vous n'avez pas tort sur cette question de Oui. maternelle. Alors, Mehdi Ben Slim, alors vous travaillez n'est-ce pas, entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis. Et vous, donc l'essentiel de ce que vous produisez est produit ici au Maroc ou là-bas? Il y a la matière grise pour le marché du Middle East est produite là-bas. Donc on a des account managers qui deal avec des clients. Mais l'aspect production technique est fait au Maroc. Pourquoi? Donc, pour des raisons de coût et des raisons de compétences aussi. Alors, Donc Dubaï. ça coûte moins cher finalement Non, c'est surtout aussi la rétention. Dubaï a aussi un gros problème de rétention parce que Dubaï, c'est 80% d'expats et le turnover est énorme. Maintenant, sur la question du digital, je pense que ça va être encore plus grave parce que le digital demande une compréhension très particulière des métiers qu'il y a. Donc, c'est des métiers à très haute valeur cognitive, c'est-à-dire que il y a des métiers, par exemple, le growth hacker. Le growth hacker, c'est un nouveau profil. Expliquez. Le growth hacker, c'est quelqu'un qui fait du piratage de croissance. D'accord. Et ça, c'est des gens qui... growth. Ouais, donc là, c'est des personnes qui sont payées pour faire du piratage de croissance. Et c'est des gens qui ont fait des fortunes comme Facebook, Google, Uber et tout ça. On a pas mal de growth hackers au Maroc qui sont très bons parce qu'ils lancent leur entreprise eux-mêmes. Ils vont aller faire du business sur Alibaba, sur Shopify, etc. Et cette expertise est ensuite drainée vers d'autres pays. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes allemandes, par exemple, qui vont recruter un gros groupe allemand qui s'appelle Rocket Internet, qui recrute des gros hackers marocains. Il y a beaucoup de gros hackers qui partent aussi vers l'Indonésie en ce moment. C'est-à-dire que c'est même plus de la formation. Aujourd'hui, on est en train de nous prendre des gens expérimentés qui auraient pu... Mais vous dites nous prendre. Qu'est-ce qu'on fait pour les retenir finalement? Pourquoi ils partent? Parce que... Notamment dans cette... Parce qu'il n'y a pas l'environnement aussi économique sur le digital. Aujourd'hui, quand vous voyez les sujets du digital, la boîte qui fait du e-commerce au Maroc n'est pas une boîte marocaine, c'est une boîte allemande. La boîte qui fait les annonces au Maroc, c'est une boîte norvégienne. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du digital, mais concrètement, qu'est-ce qu'on livre? De quoi on parle? Est-ce qu'on a... Youssef est actionnaire dans une boîte qui fait du transport. Donc il y a des entreprises marocaines qui essaient de créer un écosystème digital. Moi, j'ai plus de soutien de la part du gouvernement émirati qu'au Maroc. C'est la deuxième fois que vous dites ça sur mon plateau. C'est pas grave, c'est la réalité. Au moins il faut... Non, je veux dire que les choses n'ont pas changé finalement depuis. Non, mais il faut le dire, Mais quand vous dites soutien, qu'est-ce que c'est que ce soutien? Parce que c'est bien beau de dire on ne soutient pas assez Écoutez, j'ai créé une boîte à Dubaï en une semaine. J'ai créé une boîte à Dubaï en une semaine. Donc c'est la bureaucratie. La bureaucratie, il y a un vrai service. Il y a un service, aujourd'hui, je suis client d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion d'être entreprise cliente et qui exige d'avoir un service minimum de qualité est très importante. Et c'est la même chose qu'on retrouve chez les cerveaux qui fuient. Ils doivent être considérés comme des clients. Ils doivent être considérés comme des clients, ils doivent être respectés. On doit travailler beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, on est juste dans de la communication. On nous parle, par exemple, de l'agence digitale marocaine. Aucun contact. Stratégie 2020. Oui, c'est-à-dire à un certain moment, c'est bon. Moi, on est dans la communication, c'est facile de dire donc des cette choses. stratégie 2020, elle est... Je ne sais pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est. D'accord. C'est la stratégie digitale. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est réellement. Il y a eu Maroc Digital 2013. Bon, du coup, on a dit que ça n'a pas marché. Mais on va lancer quelque chose de nouveau, 2020. Je ne sais pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est parce qu'on ne m'a pas expliqué ce que c'est. On ne m'a pas expliqué, on n'a pas donné les outils aux entrepreneurs du digital de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des profils qui vont travailler. Moi, j'ai une collaboratrice qui a quitté son travail et qui travaille pour une boîte, je pense, allemande à partir de Knetra. C'est-à-dire qu'il y a déjà des cerveaux marocains qui travaillent pour d'autres boîtes à l'extérieur de... Qui développent d'autres boîtes au lieu de développer. Et qu'en est-il de l'entrepreneuriat justement pour ces cerveaux-là? Le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut les aider, il faut une culture entrepreneuriale, il faut les rassurer, il faut leur donner un coup de pouce. Les délais de paiement sont très importants. Nous, on a eu la chance de pouvoir en sortir. Aujourd'hui, une PME doit utiliser 4-5 ans de BFR
pour financer sa croissance, alors que ce n'est pas normal, parce que les délais de paiement aujourd'hui sont autour de, on va dire, 180 jours par des grosses entreprises marocaines qui aujourd'hui, on parle aussi d'encourager ces jeunes-là en leur donnant accès au marché, tout ça, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment une culture de l'entrepreneuriat qui va permettre à ces cerveaux de devenir entrepreneurs, parce que tout le monde ne peut pas devenir salarié. Et aussi donner aussi la possibilité aux entrepreneurs d'embaucher, parce que s'il y a aujourd'hui 17% de chômage, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne veulent pas embaucher. Il y a cette question de, puisque vous parlez d'entrepreneurs et de grosses entreprises qui embauchent, Careers in Morocco, donc il y a de grosses entreprises marocaines, de grosses institutions, si on peut les appeler ainsi, notamment l'OCP, d'autres grands groupes qui organisent des roadshows en Europe, au Canada, en Amérique du Nord, pour rapatrier, si je puis me permettre le terme, des cerveaux marocains. Est-ce que vous pensez que c'est un bon process? Est-ce que ce process marche? Il y a eu deux, à part il marche très bien. Parce qu'ils le font en Allemagne, ils le font en France, ils le font en Hollande, ils le font au Canada. Ben, il y avait Tocten, 1, 2, 3, et puis il y a eu Fincom aussi. On a essayé avec l'aide du PNUD pour faire revenir des potentialités. Ce qu'il faudrait dire aux personnes qui nous regardent maintenant, c'est que il y a eu une transformation de l'économie aujourd'hui. L'économie, pendant longtemps, était basée sur le capital et le travail. Et aujourd'hui, elle n'est plus basée sur le capital et le travail, elle est basée exclusivement sur le capital humain et peut-être sur le capital. C'est-à-dire on est sur une économie de la connaissance. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, on revient sur des ingénieurs bien formés, sur le digital, sur l'économie de la connaissance, sur des gens qui peuvent travailler en étant au Maroc et travailler pour des entreprises à l'étranger et avoir du revenu. Le salarié de demain, d'ici 5 ou 10 ans, n'aura pas un revenu, mais plusieurs petits morceaux de revenus. On va travailler par mission. Je prends le cas, par exemple, de l'aéroport de Casablanca, Mohamed V. Quand j'allais, moi, quand j'étais jeune, il était vide, ou il était plein l'été, mais vide l'hiver. Aujourd'hui, il y a du mouvement tous les jours. Et ce n'est pas des gens qui partent en vacances, c'est des gens qui partent travailler ou qui arrivent pour travailler. C'est ça les transformations qu'on est en train de vivre et sur lesquelles les ministères, la gouvernance marocaine doit être très vigilante. Si on n'arrive pas à réformer sérieusement notre politique d'éducation et de formation professionnelle pour l'indexer sur l'économie de la connaissance, je pense que tout le travail qui a été fait, Youssef l'a répété, sur les infrastructures, on a passé 15 ans à faire des infrastructures. Infrastructures routières, infrastructures ferroviaires, infrastructures portuaires. Aujourd'hui, notre avenir, c'est l'infrastructure humaine. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur le capital humain. Il faut savoir que c'est le vrai défi pour le Maroc, tout en gardant ce qu'on appelle l'économie de la transformation, c'est-à-dire les usines, les petites PME, l'agriculture, ça, il faut le garder. Mais en parallèle, il faut aller vers l'économie digitale parce qu'elle est aussi importante. Alors, est-ce que c'est un... Bon, il nous reste 4 minutes pour clore cette discussion, messieurs. Je voudrais faire un tour de table pour les recommandations de tout un chacun en ce qui concerne le retour de ces cerveaux, de par, bien naturellement, l'expérience de chacun dans son domaine. Je commence avec Youssef Charebi. Moi, je pense qu'on est quand même dans une situation très paradoxale aujourd'hui, où on se retrouve à voir des talents marocains qui s'expatrient, qui quittent une économie à forte croissance, avec beaucoup de projets et des secteurs très dynamiques, et qui vont dans des économies qui sont globalement en crise, en récession. Et lorsque vous rencontrez des cadres français qui viennent travailler au Maroc, ils vous disent c'est le bonheur, puisqu'on a des problématiques qui n'ont plus rien à voir. On gère de la croissance, on gère des questions de stratégie, de conquête de marché, alors que lorsque j'étais chez moi en France, j'étais juste en train de gérer des coupes dans les budgets, de la récession, dans l'automobile, dans beaucoup de secteurs de l'industrie, etc. Et je pense qu'on ne se rend pas suffisamment compte de la chance qu'on a d'être aujourd'hui, avec une conjoncture économique internationale aussi compliquée, dans un pays où, bien entendu, on n'aura pas fini de relever toutes les lacunes et les manquements graves qu'on a dans différents domaines. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a des secteurs qui sont très dynamiques. Et aujourd'hui, c'est juste une évidence qu'il faut profiter de ce dynamisme dans ces secteurs-là, à la fois pour y faire carrière, pour entreprendre et pour redonner en fait une énergie positive à tous ces jeunes en expliquant qu'on a beaucoup de chance d'être là où on est aujourd'hui au Maroc dans certains secteurs d'activité. Et qu'il y a une évolution. Mehdi Yousfi.
Moi, je vais reprendre ce qu'a dit Mehdi tout à l'heure. Je pense que on parle de citoyenneté en fait, de manière générale. Je pense que c'est pas uniquement un cerveau qui souhaite s'expatrier, quitter ou partir. C'est d'abord un citoyen qui s'y retrouve plus. Et je pense que la priorité absolue, c'est de remettre le citoyen au centre du jeu, en le considérant comme un citoyen, donc comme un client de service public performant. Alors, on n'a peut-être pas les moyens de cette ambition-là, mais ça reste quand même la priorité. Moi, j'insisterai sur deux leviers. Il y a aujourd'hui le levier régalien. Aujourd'hui, il y a l'entrepreneuriat qui est très peu soutenu, mais il y a une affaire de délai de paiement, mais il y a également une affaire de financement. Aujourd'hui, qui finance? On prête qu'aux riches, aujourd'hui, concrètement. Ça veut dire quoi? Enfin, très peu de gens ont une notion de ce qu'est un business plan, de ce qu'est une promesse de développement. On prête sur caution, sur hypothèque de pierre ou de foncier. Donc, oui. Voilà, enfin, là, je pense que c'est des sujets concrets qui ne sont pas du tout adressés aujourd'hui. Donc, il y a cette question-là. Et puis après, il y a à l'entreprise aussi de faire son travail. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises processées ont fait un gros travail d'infrastructure. Donc aujourd'hui, les choses sont plutôt processées et fonctionnent. Mais après, il y a ce qu'on appelle la storyline, c'est-à-dire l'histoire qu'on est capable de raconter à un collaborateur, sortir du seul effet d'annonce, parce qu'il y a des énormes effets d'annonce, et de tenir les promesses qui sont engagées. Donc travailler sur la carrière et le bien-être des collaborateurs, c'est quelque chose d'éminemment important. Ce n'est pas une affaire de rémunération. D'autres Mehdi Ben Slim sur le plateau. Moi, je pense qu'on a une opportunité aujourd'hui au Maroc économique. Depuis 10 ans, c'est un pays qui m'a beaucoup donné et qui va continuer à me donner parce que je vois les opportunités qui s'ouvrent à moi. Je pense qu'on a de très bons employeurs, de très bons collaborateurs. Je pense que le vrai problème, c'est un peu plus haut, c'est au niveau de la gouvernance. Il y a une incompréhension du monde dans lequel on est déjà. On est dans un monde de l'industrie cognitive, des économies de la connaissance. Et on a des gens aujourd'hui qui savent dans quel monde ils sont. Les jeunes sont très très intelligents. Aujourd'hui, avec l'accès à YouTube et à Google, on peut apprendre tout ce qu'on veut. On peut apprendre à coder, on peut apprendre à parler en anglais. Moi, je connais beaucoup de gens qui viennent de régions très reculées et qui parlent arabe et anglais. Oui. Et qui parlent anglais très très bien parce qu'ils ont appris sur YouTube. Sur YouTube, sans l'école. Sans l'école, mais c'est très bien. Mais c'est une école. C'est YouTube. une volonté aussi. Voilà. Enfin, donc on a des gens qualifiés, on a des gens, d'excellents entrepreneurs aussi qui arrivent à faire de belles histoires sans financement, Mais il faut que les gens qui sont payés pour régler tout ça travaillent. Et c'est tout. Abdelhadi Lioumi, un dernier mot en une vingtaine de secondes. Alors, il faut travailler sur les trois dimensions, public, privé et aussi les ONG, aller vers ce qu'on appelle une démocratie sociale au Maroc. Elle permettra de retenir les gens ou de revenir. Et puis, se poser la question, est-ce que la gouvernance politique au Maroc, est-ce qu'elle répond aux intérêts du pays ou pas? Et est-ce qu'elle est effective ou seulement sur le papier? Oui, il faudrait peut-être la repenser. La repenser. Comme repenser notre modèle de développement. Mais je suis maroco-optimiste, je le reste. Voilà. Très bien, merci messieurs en tout cas d'avoir partagé de vos avis différents sur cette question de fuite ou retour des cerveaux. Merci à tous de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Éco-Débat. Très bonne suite du programme.